Oui, je suis Prince Théophile Tatitsa, valorisateur des cultures, commandeur des ordres traditionnels au service des dignitaires traditionnels dont le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières et même aussi et surtout consultant au CERDOTOLA qui est une organisation interétat de promotion des patrimoines. Alors nous poursuivons avec notre suite, n'est-ce pas, de la série de communication de l'école du village. Nous avons tantôt évoqué dans les précédentes éditions l'occupation de l'Afrique comme continent avant notre époque, l'Afrique qui était et qui est toujours l'Afrique des peuples, l'Afrique des empires, a été occupée par des grands royaumes, vous en avez cité, et l'Afrique aujourd'hui qui est découpée en pays coloniaux, et donc avec ces deux systèmes qui se superposent, il y a un conflit d'intérêts, un conflit de culture, un conflit de civilisation. Et dans ces conflits de civilisation, nous avons connu des moments de crise, des moments de confrontation avec la rencontre des civilisations, n'est-ce pas, des civilisations africaines, de la culture africaine contemporaine, avec les peuples conquérants qui ont notamment pratiqué sur l'Afrique l'exportation des valides, ce qu'on a appelé l'esclavage, qui ont par la suite pratiqué l'esclavage à domicile, dont la traite des Africains sur le continent qu'on a appelé la colonisation. Et aujourd'hui, tel que nous concevons, nous vivons sous le joug de la télécolonisation, n'est-ce pas, la colonisation à distance, avec des hommes issus et un système issu des prétendues indépendances, n'est-ce pas, que nous vivons, et avec des hommes et un système qui est toujours commandé de l'extérieur. C'est cela la télécolonisation. Et au plan traditionnel, nous subissons la transcolonisation, donc la transmission du sentiment colonial par les générations ascendantes aux générations descendantes. Et donc dans ce foisonnement, dans cette confusion, ces confrontations, on comprend que l'Afrique aujourd'hui est régie par des systèmes de gouvernance qui sont inspirés, ou du moins qui sont imposés par une vision, par des ambitions, par des idéaux et des objectifs d'autres peuples qui veulent faire de la préemption sur les intérêts des peuples africains. Alors, ces conflits, cette sous-traitance des exploitations de l'Afrique se fait à travers un système de gouvernance qui est emprunté aux impérialistes et donc qui se fait dans ce que nous avons appelé la télécolonisation. Donc, et aujourd'hui, face à cette situation, étant donné qu'il y a une cohabitation, pas toujours aisée, de l'Afrique des États avec l'Afrique des peuples, quelle est l'attitude? Qu'est-ce que les chefs traditionnels, les leaders qui sont les chefs traditionnels, qui sont les héritiers, les princes des grands empires, les princes, parce qu'il faut le relever, tels que aime souvent bien le dire Majesté Oudegbe Dada Aouyan Korpon, qui est le président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. En Afrique aujourd'hui, il n'y a plus de rois eux-mêmes, il n'y a que des princes, il n'y a que des héritiers, n'est-ce pas? Des héritiers des grands et des empires, des héritiers des royaumes, de l'Afrique rayonnante d'autrefois, de l'Afrique des traditions d'autrefois, parce que avec la création des républiques, n'est-ce pas? Des républiques qui sont sur l'Afrique aujourd'hui, ces États coloniaux, avec la création issue de la délimitation du continent à la conférence de Berlin, il y a l'installation, n'est-ce pas, des systèmes politiques qui ont donné à l'Afrique un découpage sous forme de république. Alors on sait comment
ça s'est passé pour la création des républiques, notamment en France par exemple, pour que la république soit créée, pour que le système, parce qu'il faut bien comprendre que la république c'est un système de gouvernance, c'est une conception de gouvernance, une conception qui prône, n'est-ce pas, ou qui laisse croire que le bien, tout, n'est-ce pas, appartient à la République. Tout appartient à la République et la République étant elle-même l'héritière d'un système, ou du moins c'est d'une volonté de puissance de certains qui ont décimé, n'est-ce pas, les grands royaumes. Donc pour créer la République, il faut opérer ce qu'on appelle le régicide, il faut tuer le roi, n'est-ce pas? Et la République, c'est le système qui s'installe, c'est le triomphe du régicide, c'est le triomphe de la destruction, c'est le dépassement, n'est-ce pas, du système des empires, des systèmes glorieux d'autrefois. Et puis en Afrique, puisqu'il y a superposition de ce système-là, donc de la République qui voudrait que tout appartienne à l'État, et des peuples qui sont les légitimes propriétaires de nos terres, de nos cultures, en sont les gardiens, n'est-ce pas, de nos cultures, de nos traditions, étant donné que les deux systèmes, n'est-ce pas, cohabitent, on imagine bien qu'il doit y avoir de la confrontation, notamment la République, son système et ses acteurs qui doivent à tout moment s'assurer de dominer, de contrôler, d'apaiser et d'amenuiser les velléités ou du moins les croyances ou la puissance des royaumes, la puissance des royaumes d'antan. Eh bien, l'État colonial, pour résister, pour exister, doit tout faire pour diminuer le pouvoir, la visibilité, le rayonnement des chefferies ou des royaumes. D'où le démantèlement, n'est-ce pas, que l'Afrique a connu de ses chefferies, de ses royaumes. L'Afrique a connu le démantèlement, l'Afrique a connu une émission, n'est-ce pas, du pouvoir politique dans la gestion des chefferies, des traditions. L'Afrique a notamment nommé, divisé d'abord pour mieux régner les chefferies, diviser les territoires qui est constitué des empires pour créer des petites chefferies, des royautés qui lui seraient donc pour s'assurer, n'est-ce pas, une domination, une mise à main, n'est-ce pas, sur le contrôle, la gestion de ce micro-État. Parce que avant la création des États coloniaux, n'est-ce pas, les États coloniaux que nous appelons les républiques aujourd'hui, il y avait des États traditionnels, et ces États traditionnels qu'on appelait les empires, qu'on appelait les grands royaumes qui ont préexisté. Donc l'État colonial, pour vivre, pour exister, s'assure de la puissance, du démantèlement, de la domination des États traditionnels. Et donc, face à cette situation, et la question qui nous préoccupe, c'est est-ce que le chef traditionnel, le leader traditionnel a le droit, lui aussi, de faire de la politique politicienne s'il faut? Est-ce que les chefs traditionnels, c'est une question qui est souvent récurrente, et qui est souvent très récurrente. On se demande si l'autorité traditionnelle qui a déjà un pouvoir sur une communauté, qui a déjà une reconnaissance de sa communauté, de l'ensemble de ceux qui ont une communauté de destin, qui lui reconnaissent la primauté protocolaire comme étant le chef de la communauté, comme le chef supérieur, le chef traditionnel et parfois comme le roi, n'est-ce pas? Est-ce que à ce moment-là, à cet état de position, est-ce que le chef traditionnel a le droit, lui aussi, de faire de la politique politicienne? Eh bien, la réponse écoule des sources. Elle ne peut sortir que du contexte et de l'évolution de l'histoire. Étant donné que nous avons l'Afrique des États coloniaux, qui veut dominer les communautés, les chefferies. Étant donné aussi par ailleurs que le chef traditionnel est le gardien des traditions, il se doit
de préserver les traditions qui lui sont confiées pour que dans l'avenir, ces traditions-là ne soient pas détruites. Et par conséquent, on comprend bien que chaque chefferie est censée mettre sur pied un mécanisme soit de collaboration, soit de résistance, ne serait-ce qu'au plan culturel, pour préserver son autorité. Donc il doit y avoir une collaboration intelligente entre les pouvoirs administratifs coloniaux ou post-coloniaux, si on veut, ou télécoloniaux, et les puissances traditionnelles qui sont des puissances préservatrices, des puissances de sauvegarde de nos patrimoines. Et cela se fait aussi aisément que les autorités traditionnelles comprendront mieux le rôle des autorités traditionnelles, ou à défaut, chacun étant dans la défense de ce qui lui est confié, c'est-à-dire l'autorité administrative qui voudra défendre les intérêts de la République, donc vouloir que tout appartienne à l'État télécolonial, à l'État post-colonial si on veut, et l'autorité traditionnelle de son côté qui voudra préserver le patrimoine qui lui a été confié, évidemment, s'il n'y a pas une intelligente collaboration, cohésion, échange et coopération entre les deux systèmes, il y aura évidemment un conflit. Donc lorsque les mésententes sont assez visibles, le chef traditionnel qui doit se mettre sur la position de celui qui veut sauver le patrimoine doit évidemment employer les moyens qui se trouveront à sa disposition. Notamment, le chef traditionnel est censé, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, de collaboration, de franche coopération avec l'autorité administrative, l'autorité politique, il est censé avoir des personnes qui vont représenter sa communauté au sein de l'administration politique pour s'assurer que les intérêts de sa communauté seront préservés. Mais s'il se trouve que c'est lui le seul, ou du moins c'est sa posture qui lui permettrait d'avoir une bonne écoute avec le système politique, il se doit alors à ce moment-là d'être lui-même l'homme politique de sa communauté dans le cadre de sa mission de défense et de préservation des intérêts qui lui sont confiés. Ici, ça veut dire tout simplement que l'autorité traditionnelle a le devoir de faire de la politique, y compris de la politique politicienne, si l'intérêt de sa communauté vient à être menacé. Et à ce moment-là, en tant que citoyen, avant d'être chef ex qualité, en tant qu'individu donc jouissant des droits civiques, comme tout le monde, il a la possibilité, n'est-ce pas, de faire de la politique politicienne. Il peut notamment se présenter pour être un élu local, mais un conseiller municipal, un conseiller régional, des sénateurs, qu'il soit élu ou nommé, il peut être nommé par le pouvoir discrétionnaire de l'autorité gouvernante qui est selon les niveaux jusqu'au niveau de l'État. Il peut être nommé ministre, il peut être nommé. Donc il a le pouvoir, il a la capacité, surtout, il a, de par ses devoirs et ses droits civiques, n'est-ce pas, la capacité, la possibilité, du moins, de se présenter pour être élu, de soutenir une candidature, d'être nommé pour participer à la gestion de la cité. Donc, l'autorité traditionnelle, le chef traditionnel est le chef politique qui doit s'assurer du contrôle de la politique, y compris de la politique politicienne qui se joue sur son territoire. Donc le chef du village est le patron politique de toutes les politiques, y compris de la politique politicienne. Il est censé être l'autorité séculaire, l'autorité coutumière, l'autorité de présence immanente pour garantir les intérêts du village dont il a la charge. De sorte que si un commis de l'État, si un délégué de l'administration centrale se retrouve dans son village et qu'il n'y a pas une bonne collaboration entre eux, il se doit de faire entendre, puis étant le porte-parole de sa communauté, il doit de faire entendre la voix de sa communauté, y compris de porter, n'est-ce pas, les attributs qu'il faut pour se faire entendre. Donc, on aura compris que l'autorité traditionnelle a la possibilité et parfois le devoir de faire de la politique, y compris de la politique
politicienne du fait du devoir qu'il a, du fait du droit civique, citoyen, n'est-ce pas, qui lui confère, n'est-ce pas, ses capacités, et il pourra se soumettre aux conditionnalités pour accéder à un poste d'électeur, d'élu local, d'élu national ou de nommé sur la base du pouvoir discrétionnaire de l'administration centrale. Donc le chef traditionnel, en termes simples, a le droit, tout à fait, il a le devoir parfois, il a l'obligation surtout, quand les intérêts de son village se trouvent menacés, pour assurer que l'Afrique des États, l'Afrique des colonies ne va pas décimer le patrimoine séculaire dont il est le gardien, dont il est le porte-voix, et surtout pour que le village ne soit pas décimé sous son mandat. Mais avant de se positionner lui-même, le chef traditionnel, il se doit de regarder pour voir qu'il n'y a pas des hommes qui sont à même de jouer ce rôle dans sa communauté. Et c'est pour cela que le chef traditionnel qui gère bien sa communauté doit toujours veiller à ce qu'il y ait des personnes qui ont la capacité de jouer différents rôles pour qu'il n'ait pas lui-même à prendre les devants, et il ne peut les prendre qu'en cas d'extrême nécessité ou en cas d'impérativité, pour s'assurer que lui, il doit être le dernier soldat à périr pour sauvegarder, n'est-ce pas, sa communauté au plan culturel, au plan traditionnel, au plan idéologique. Sinon, s'il y a à choisir entre lui et sa communauté, alors lui, il doit céder la place. Donc aujourd'hui, sur le continent africain, il y a les princes des grands empires, des royaumes, les descendants de ce roi, de ce grand roi d'antan, les représentants de ce grand roi d'antan qui sont à la tête non plus des grands royaumes, mais des chefferies, bien que supérieures parfois, ne représentent pas toujours ce qu'étaient les grands royaumes de l'époque. Ces grands royaumes ont été divisés. Ces grands royaumes ont été divisés, et non seulement on trouve sur le continent des descendants des pères des empires, mais aussi des reines et des princesses, ces descendants des Amazones de l'époque, qui ont eu à aider les communautés à conquérir leur puissance. Mais aussi avec la création des républiques, on trouve des individus qui ont été érigés en chefs, en princes. On trouve des princes aussi qui ont pu acheter le chapeau, les attributs qui les portent aujourd'hui et qui donnent l'apparence, n'est-ce pas, des chefs et des rois. On trouve toute forme d'usurpation même des traditions, et ceux qui ont conscience de l'intérêt de la préservation des traditions se trouvent dans le devoir, dans l'obligation et la contrainte d'agir pour préserver le peu qu'il faut, le peu qui reste. Et c'est à ce niveau que les chefs traditionnels, par devoir, se trouvent aussi dans l'obligation parfois de faire la politique. Et je salue par cette occasion tous ces chefs traditionnels qui courent le risque de se soumettre à cette épreuve de préservation. Et je salue aussi ceux-là des autorités traditionnelles élevées par la force des circonstances et qui essayent de jouer aussi sur le terrain politique. Mais je salue tous ceux-là qui font des efforts sans attribut, qui ne sont ni rois ni princes, mais qui font beaucoup d'efforts pour préserver nos traditions. Et je salue tous ceux qui croient certainement avec beaucoup de foi et d'engagement que nos traditions peuvent nous sauver, peuvent rétablir et restaurer la dignité de l'homme africain. Et je salue, n'est-ce pas, tous ces politiciens, les politiciens dans la foi, parce que la politique avant tout, selon les traditions, selon le village, c'est la participation à la gestion de la cité
Et la politique, c'est une obligation, pas seulement pour le chef, mais c'est une obligation pour tout être vivant au village qui doit participer à la gestion de la cité, à son développement. De sorte que s'il y a des organisations qui naissent dans le village et qui prétendent être apolitiques, la tradition voudrait que ces organisations soient considérées comme des organisations nuisibles. Parce que quiconque ne pas vouloir participer à la promotion, au développement de la cité, à la gestion de la cité, même dans la maison, chaque enfant qui veut faire ses besoins doit participer à la gestion de l'espace domestique. Dans un village, c'est la même chose, tout le monde doit participer, est contraint de participer pour le bien de tous, pour le bien collectif. Et dans nos villages, les États-colonies ont installé le pendant qu'on appelle les organisations non gouvernementales qui en réalité sont des organisations qui travaillent bien souvent pour aider la télécolonisation à asseoir ses intérêts et qui sont souvent utilisés, n'est-ce pas, pour renverser les régimes coloniaux, pour assurer toujours la télécolonisation. Donc au village, on ne voit pas de problème à ce qu'un chef du village fasse la politique, tout comme on ne voit pas toujours d'un bon œil ceux qui prétendent être non du pouvoir, parce que le pouvoir est en lui-même une organisation qui parfois ne collabore pas toujours avec l'autorité, ou du moins ne préserve pas toujours l'intérêt du peuple. On l'a vu. On a vu avec des situations de crise où des organisations para-étatiques, des organisations régionales luttent ou du moins posent des conditions et des sanctions qui sont contre les intérêts du peuple. Et ceux-là agissent à la base aussi, à côté des chefferies, avec des organisations dites non gouvernementales, qui sont des organisations pro-coloniales, n'est-ce pas, qui aident à décimer à la fois et les États et les responsables des États quand ils ne sont plus en odeur de sainteté avec l'impérialisme, ou contre les communautés qu'on prétend aider à évoluer vers la modernité. Et les chefs traditionnels se doivent, avec une subtilité et de la ruse et de la bonne intelligence, de jouer avec ces différentes forces pour préserver l'intérêt de la communauté. Et il faut bien comprendre qu'au village, les choses ne sont pas aussi faciles pour les gardiens des traditions qui sont sous la pression des organisations civiles qui veulent transformer les traditions en déclarant certaines pratiques comme déshumanisantes, les religions qui veulent mettre la main sur les traditions qui sont qualifiées pour certaines comme primitives, les autorités administratives qui, pour la plupart, voudraient soumettre et déposséder les chefs traditionnels de ces pouvoirs pour bien contrôler les populations et prélever et les impôts ou avoir le contrôle sur les ressources qui sont sur les terres, de l'or, des sous-sols, des eaux. Et voilà l'autorité traditionnelle qui est sous le poids de ces différents conflits, agit intelligemment et parfois doit prendre la casquette, si ce n'est de l'homme administratif lui-même, de l'homme politique lui aussi, ou parfois restant le chef tout court quand la population joue bien son rôle et quand les membres de la société sont assez représentatifs à toutes les strates de la société. Et ce n'est qu'à ces conditions-là que le chef doit rester tout simplement chef, quand il est sûr que le chef, s'il n'est pas l'homme politique, il a tous les hommes politiques avec lui. S'il n'est pas dans l'administration, il a l'administration avec lui. S'il n'est pas l'homme de l'économie ou de la richesse, il a toutes les richesses avec lui. Et là, à ce moment, la société devrait vivre dans l'harmonie. Et donc, de cette communication, on aura compris que l'Afrique aujourd'hui a besoin qu'il y ait une sorte de collaboration. Il faut qu'il y ait de la convivialité entre l'Afrique des États et l'Afrique des peuples pour le bien des générations actuelles et des générations futures. Alors, vous aurez aimé cette vidéo. Il faut appuyer sur le bouton et on se retrouve dans la prochaine édition de cette suite qui porte sur les conflits, des interactions entre l'Afrique des États et l'Afrique des peuples et des situations de survie, de survivance, n'est-ce pas, de résistance ou de conquête
de notre époque et nous allons parler des sources fondamentales de la richesse. À la prochaine.